sont des comédiens, des bons comédiens. C'est vrai, ils sont un peu différents car ils appartiennent à une troupe composée d'adultes handicapés à Fontenay-le-Comte. Ils sont les personnages principaux d'un documentaire projeté un peu partout en France et bien sûr en Vendée qui s'appelle La Clarté. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert, bonjour Delphine. Bonjour. Cette semaine, votre chronique, tous les deux. Eh bien, on va se transporter dans la mer. On est à un an du Vendée Globe. On va anticiper un petit peu, mais avec des situations très particulières qui datent de 1940, en fait. Très bien, on n'espère pas la même destinée, Non. on verra tout à l'heure. Il y en a une positive, l'autre négative. Très bien. Et Delphine. On va parler littérature avec deux ouvrages d'Éric Pessan. Voilà, que vous avez déjà présenté. Je lui suis fidèle. Et qui est de Nantes, je crois. Vignoble nantais. Vignoble nantais, très bien. Bonjour Rémi Ratinska. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous êtes là, mais la raison principale, c'est la présentation d'un documentaire dont vous êtes le co-auteur avec votre collègue Élodie Faria. Vous êtes tous les deux salariés d'une association de cinéphiles à Fontenay-le-Comte qui s'appelle Kinozoom. C'est ça. Et Kinozoom, on en entend parler régulièrement parce que... Pour le festival du film de Fontenay-le-Comte, qui se déroule au mois d'avril, enfin en 2016 ce sera au mois de mars, la 5e édition, cinéma et littérature. Et en parallèle, on anime aussi des ateliers de réalisation de films pour les scolaires, notamment un ciné-club et des séances rencontres. C'est bien. Donc vous êtes baigné dans l'univers du cinéma. Le film La Clarté, enfin le documentaire La Clarté dont on va parler, c'est votre premier documentaire ? Oui, c'est le premier projet d'envergure. J'ai déjà travaillé pour quelques courts-métrages. J'ai fait quelques courts-métrages qui n'ont pas forcément été beaucoup diffusés, mais là, c'était vraiment le premier gros projet. D'accord. Alors, ce film, ce documentaire suit pendant 3 ans les comédiens de l'Envol. L'Envol, c'est un atelier théâtre. À la base, c'est un atelier théâtre qui est né au centre d'habitat Haute-Roche de Fontenay-le-Comte en 1988. Et c'est un foyer pour adultes handicapés. Voilà, c'est ça. De l'ADAPI. De l'ADAPI, oui. Et qui s'est développé petit à petit. Il y a eu des envies de mettre en scène des spectacles. Donc, qui d'abord étaient joués dans le sein du centre d'habitat. Mais comme le travail fourni était quand même assez conséquent, très vite, les éducs et les dirigeants du foyer se sont dit qu'il fallait un petit peu développer la chose et se produire en dehors du foyer. Donc là, il y a des spectacles qui ont été montés petit à petit pour être développés en dehors du foyer. Montrer le travail un peu qui était fait. On va regarder une partie de la bande-annonce qui va nous permettre après de revenir plus en détail sur votre travail. Quand on veut faire des répétitions ou des trucs comme ça, tu ne veux pas aller au maximum. Il faut aller au maximum. Paf ah. La beurre de néant. Vous ne savez rien. Vous êtes une glaire de mouche, coincée entre le nul et le zéro, et vous osez dire que je crie tire-bouchonnet ? J'ai un trou de mémoire qui me... C'est pas grave. Je vais faire en sorte qu'on ait des dates, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, c'est compliqué pour trouver des dates. On verra. Là, profitons du temps présent. Alors, la bande-annonce, c'est son objet, donne un aperçu. Donc, on suit progressivement. Vous commencez à suivre la troupe à l'été 2012 ? Avant ça, même fin 2010. Fin 2010, ah oui. En fait, on les a rencontrés fin 2010, parce que je travaille dans un cinéma, par ailleurs, et j'ai organisé une soirée autour d'un court-métrage mettant en scène des personnes en situation de handicap. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la troupe, et ils commençaient tout juste la création de leur nouvelle pièce, en fait. Donc c'est de là où... Parce que vous ne les connaissiez pas ? Pas du tout, non. Ouais. Parce que c'est une question qu'on voulait vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'on dit je tiens un bon sujet et... j'ai envie d'en faire quelque chose et de le présenter au public. Justement, c'est au moment de les rencontrer où on ne les connaissait pas. Et ils nous ont montré un petit peu ce qu'ils avaient déjà réalisé à travers des photos, des vidéos. Ils avaient notamment mis en scène une pièce de Ionesco, la cantatrice Chauve. Ouais. Et ils avaient filmé ce spectacle qu'on a pu voir.
Et on s'est dit que c'était vraiment très intéressant, très beau, et voilà, que c'est vraiment quelque chose à suivre, quoi. Ouais. Et comme ils commençaient tout juste leur nouvelle pièce, on s'est dit allons-y. Alors quand vous dites très intéressant, très beau dans quel sens? À la fois visuellement, à la fois dans le jeu. C'est vrai que on voit qu'ils sont handicapés, c'est sûr, mais c'est pas la préoccupation des éducs que de faire travailler des handicapés. C'est de faire travailler des gens pour un spectacle qui soit de la meilleure qualité possible. Et c'est ce qu'on voit. Leur message, c'est de dire on peut démontrer qu'on peut être adulte handicapé et un comédien et réussir la prestation devant le public. Oui, tout à fait, qu'on n'a pas les mêmes capacités forcément que tout le monde, mais qu'on peut arriver à quelque chose de très très bien. Il y a une adhésion, je dirais presque, peut-être pas spontanée, mais justement des personnes, des acteurs. Oui, ça part, à la base, ça part sur un atelier sur le volontariat. Oui. Donc, oui, ils sont très volontaires et très demandeurs et très, très investis aussi. Ils le considèrent comme un peu comme un jeu, comme une détente ou... Pas forcément, non. Pour la plupart, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Ils répètent dans le cadre des séances de répétition au foyer, mais aussi en dehors. Et ils travaillent vraiment d'arrache-pied pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est l'intérêt du documentaire, c'est qu'on les voit répéter, c'est une bonne partie de la progression avec eux. C'est ce qui peut être surprenant au départ, c'est l'exigence finalement des animateurs. Ils les font travailler comme des acteurs professionnels et ils y vont à fond, et ce qui fait qu'on oublie totalement leur handicap dès le début du film. Je me souviens, il y a un acteur qui dit une phrase l'été dernier il a plu, qui bute sur ça, sur son nom. et il y va, et c'est très beau. C'est une scène qui est très très belle parce que là, pas de différence. Pourquoi y aurait-il une différence? Non, ce sont des acteurs. C'est un peu l'idée, c'est montrer qu'il n'y a pas de différence, ou dire que cette différence, elle existe, mais on peut y passer. Qu'effectivement, ça existe, mais qu'on peut passer au-delà. Parce que la performance est vraiment pas facile, parce qu'encore une fois, les textes de Jean-Michel Ribes, issus de la pièce, c'est pas la totalité du texte. C'est des compliqués, même il y a du burlesque, c'est sûr, de l'absurde. C'est pas simple, même pour quelqu'un, je dirais, qui en fait déjà sa passion sur les planches, etc. Il y a un apprentissage particulier, certains s'enregistrent. Parce qu'ils ne savent pas lire. Oui. Notamment Yann, qu'on voit pas mal dans le documentaire, n'a pas l'acquisition de la lecture, donc les éducateurs ont enregistré tous les textes sur un CD. Donc ils écoutent le CD en boucle pour s'approprier le texte au fur et à mesure. Et là d'ailleurs, j'ai une anecdote. La première fois que j'ai vu Yann, en fait, je l'ai vu avec une feuille en train de répéter. Il connaissait déjà très bien son texte. Oui. Et en fait, c'est à la fin de la séance que l'éducateur m'a dit oui, mais en fait, le texte, c'est juste un support comme ça, mais il ne sait pas lire. Donc c'était vraiment très impressionnant. Et à travers ça, vous sentez, les éducateurs sentent une progression, une évolution, des gens qui sont plus à l'aise dans leur corps, dans leur expression, dans l'épanouissement. Tout à fait. À la base, ils ne le font pas pour un but thérapeutique, mais le but, c'est quand même de prendre du plaisir, vraiment de prendre du plaisir. Et c'est vrai que ça fonctionne parce qu'ils prennent effectivement de l'assurance, ils s'amusent beaucoup. Pendant les tournées, c'est vrai que c'est très festif. Et donc oui, ça aide forcément. Alors Gilbert, vous allez garder la main pour votre chronique, puis on reviendra justement sur cette particularité où ils ne le prennent pas à la légère, ce rôle de comédien. Gilbert. En mer, dans les années 40 1940 très précisément, justement, ça c'est deux épisodes maritimes, l'une tragique, l'autre un peu plus heureuse, qui se sont joués à 3 jours d'écart. On est en 1940 au moment où c'est la débâcle. Il y a une progression très forte des forces allemandes. Et il y a 2 situations complètement différentes qui se passent près de chez nous, c'est en baie de Saint-Nazaire. Le premier fait, c'est le bateau le Lancastria,
qui à l'origine devait transporter surtout, je dirais, les marchandises entre New York et Hambourg, Londres, New York, qui a été converti quelques années plus tard en bateau de croisière pour 1800 personnes. Ça faisait à peu près 2500 personnes à bord avec l'équipage. Mais 1939 arrive, le bateau est réquisitionné pour transporter des soldats. Jusque-là, pas de souci. Enfin, presque. Oui. Sauf que les troupes, les soldats il faut s'occuper du transport des soldats. Et d'un petit peu dans la précipitation, en juin 1940, c'est la foule des soldats qui envahissent, je dirais presque, le bateau. On ne sait pas exactement combien, mais le commandant a dit on est à 9000 personnes, ça suffit, on est obligé d'arrêter. Le bateau prend la mer, est torpillé par l'aviation allemande. Et bien là, c'est vraiment le drame, parce qu'en l'espace de 24 minutes, le bateau coule. Avec tant de personnes à bord, on n'imagine pas Voilà. une évacuation. Il y a eu quatre bombes. La dernière a été la plus fatale, puisque il y a eu des voies d'eau, et donc en l'espace d'un rien de temps, donc le bateau a coulé. Le pétrole s'est répandu. Les canaux de sauvetage, il n'y en a pratiquement que 2 qui étaient en véritable situation de pouvoir sauver des soldats. Il y aura des rescapés Il y a des rescapés. Il y a quelque chose comme 2400 rescapés quand même. Mais on peut considérer que c'est le naufrage le plus important de l'histoire. Et ce qui est justement un petit peu curieux, enfin curieux, c'est pas curieux, ça s'explique. C'est une histoire qui est pratiquement méconnue. La plus importante, mais la plus méconnue. Et pourquoi ça? Tout simplement, on est au début au cœur d'un dénouement, au cœur de la guerre. Et l'Angleterre est entrée aussi en guerre contre l'Allemagne. Churchill a réussi à mobiliser un petit peu la population et les soldats, ne veut pas casser le moral des troupes et puis de la population, et a décrété que pendant 5 jours, il n'en serait pas du tout question. Et même a demandé ultérieurement à ce que ce soit un secret d'État jusqu'en 2040. C'est pour ça que l'on ne connaît pas... Jusqu'en 2040 2040. Donc là, vous révélez un secret d'État. Il y a eu quand même quelques témoignages, puisqu'il y a eu 2400 quand même. Oui, puis la marée noire n'a pas dû... ça n'a pas dû passer inaperçu quand même localement. Ça n'a pas passé non, d'une part, il y a eu quelques personnes un certain nombre de soldats qui ont été sauvés, mais surtout ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait des cadavres qui arrivaient sur la côte du pays de Ré, à Noirmoutier, etc. Et ça a été, semble-t-il, un véritable carnage aussi, parce que l'aviation allemande continuait de mitrailler les gens qui étaient en pleine mer, qui étaient aussi englués dans le mazout, qui baignaient dans le mazout et dans le sang, quoi, en fait. Donc voilà. Alors vous vouliez parler d'un deuxième bateau Un deuxième. Alors là au contraire, c'est beaucoup plus positif, puisque le Jean Bart, c'est un cuirassé qui avait été commandé en janvier 1939 pour être mis à l'eau en octobre, je crois que c'est octobre ou décembre 1940. La guerre arrive, c'était pas trop prévu, même si déjà ça chauffait un petit peu. Et la progression là aussi des forces allemandes. Et le commandant a dit non, c'est quand même pas possible que ce cuirassé tombe dans les mains de l'ennemi. Donc ils ont accéléré la cadence avec 3500 personnes, des ouvriers des chantiers. Et le cuirassé n'était pas tout à fait terminé, mais en pleine nuit, par une nuit noire, en juin, je crois que c'est le 17 juin 1940 ou le 20 juin, je me souviens plus exactement, eh bien, la tentative a été faite de mise à l'eau de ce cuirassé. Et tiré par... ça ne s'est pas fait sans problème, parce qu'il y a eu des petits incidents. Il a échoué en pleine nuit noire à 2 reprises. Il a fallu des remorqueurs qui le tirent, qui l'emmènent un petit peu plus loin. Il y a eu un petit peu aussi de tir de l'aviation allemande, mais finalement il s'en est tiré. Et le 22 juin, il arrivait à Casablanca, donc pas terminé, mais quand même pas livré aux mains de l'ennemi.
Voilà. Ce serait Donc, alors, avec Pierre Bellemare, avec c'est- Gilbert. Oui, alors il s'appelle le Jean Bar, je pense qu'il aurait pu s'appeler Je me barre. Oui, d'accord. Ça va. Mais une fin, bon, c'est bien d'avoir compensé Lancastria. Nous revenons donc à La Clarté, donc le documentaire que vous avez co-réalisé avec Élodie Faria donc sur la troupe L'Envol, d'adultes handicapés des Hautes-Roches à Fontenay-le-Comte. Pourquoi le noir et blanc? Déjà, on trouve ça très esthétique. Ça nous plaît beaucoup, le noir et blanc. Et après, il y avait aussi des environnements qui n'étaient pas forcément très, très beaux visuellement. Ouais, les salles de sport Ouais, où ils voilà. ont fait des représentations. Et donc, on a très vite appliqué le noir et blanc sur les images. Et on s'est rendu compte tout de suite que ça donnait vraiment un très bel effet, que ça faisait vraiment sortir leurs traits, et puis que ça a amené autre chose aussi, ça donnait une autre ambiance. Donc, voilà. Donc vous les avez suivis pendant 3 ans, donc pas en continu. Les débuts ont été difficiles, il a fallu s'apprivoiser, on imagine, parce qu'une caméra, c'est quand même pas anodin. Enfin, déjà, votre présence inhabituelle, plus une caméra. Il y a eu quelques réticences au début quand on est arrivé Ouais. avec ce De projet. la part, Alors, de la des part comédiens de quelques éducs, en fait, Ouais. voilà, qui étaient dans leur habitude de La fonctionnement. crainte, c'était quoi? C'est que ça allait prendre trop de temps ou... Non, d'être filmé, en fait. Voilà, c'est sûr que ça peut toujours être intimidant d'être... Que les surtout comédiens soient filmés ou qu'eux-mêmes soient filmés? Que la troupe soit filmée. Et c'est très vite passé, cela dit. Et nous, on avait cette exigence de ne pas être intrusif, effectivement, de ne pas les déranger. Donc en fait, on les a beaucoup rencontrés sans filmer au départ. On a beaucoup discuté, on a vu comment ça se passait. Et puis après, au début, même en filmant, on était quand même relativement en retrait. Et après, au fur et à mesure, on a pu se rapprocher parce que ils nous voyaient plus, en fait. Puis même parfois donner des petits coups de main au-delà de votre rôle. Oui, c'est vrai que c'était une bonne ambiance, on entendait avec tout le monde et puis on a participé spontanément à l'esprit de la troupe. Alors, il y a déjà eu une 30aine de projections, je crois, que j'ai comptabilisé, pas seulement en Vendée, évidemment, bien au-delà et heureusement. Il y en a une 15aine, je crois, qui s'annoncent, il y en aura certainement encore. Comment vous expliquez cet intérêt? Parce que c'est un documentaire, c'est pas facile quand même, un documentaire dans les salles. Bon, le noir et blanc, je ne sais pas, parce qu'il y a un côté esthétique. C'est quoi? C'est le sujet? C'est la qualité de votre travail? C'est difficile à expliquer. On a un distributeur quand même pour ce film qui est Cinéaude, qui fait un très bon boulot, je pense. Donc le distributeur, il s'occupe de vendre le film dans les salles? C'est ça, Ouais. c'est ça. Et qui, du coup, propose le film aux salles et le défend. Et c'est vrai qu'on essuie assez peu de refus. Finalement, les salles sont très ouvertes à ce film. Mhm. Donc, c'est une Vous bonne l'expliquez pas forcément je pense que le sujet interpelle quand même, forcément. Et puis après, on donne la possibilité aux exploitants de voir le film. Et je pense qu'ils sont conquis. Donc, Le public, c'est monsieur tout le monde ou bien c'est des gens qui sont un petit peu bercés dans les... Alors, il y a des gens sensibilisés, forcément, mais nous, le but, c'est que tout le monde le voit. Donc, on remarque que les salles font bien leur boulot aussi et qu'elles attirent aussi des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés et qui sont très touchés aussi, la plupart du temps, par le film. Donc, forcément, Alors Delphine, vous êtes la première à l'avoir vu d'entre nous. Oui, je voulais en faire une chronique au Voilà, départ. donc du coup, on a piqué l'idée. Et on s'est dit que ça On lui méritait a donné bien une autre... une émission. Moi, je voulais savoir, les acteurs, quand ils ont vu le documentaire, quelle a été leur réaction? Ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et ils ont trouvé qu'on avait vraiment bien retransmis l'esprit, l'ambiance de la troupe. Donc ils étaient très contents. Certains, mais je pense tous aussi, certains particulièrement, sont fiers vraiment d'avoir ce rôle d'acteur. Oui. Vraiment, même, on l'a vu dans l'extrait de la bande-annonce, le couple qui sont à table, donc j'ai oublié le nom. Daniel et Annie. Daniel et Annie, merci. Lui dit, tu devrais t'impliquer un peu plus. Lui, on voit vraiment qu'il est très, très exigeant avec lui, puis aussi avec les autres. Il fait des commentaires. Oui. Il dit, toi, tout ça, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr. Ouais. Mais malgré ça, il y a quand même une très bonne ambiance, et c'est vrai qu'ils ne se marchent pas dessus. Ça pourrait, parce que ils n'ont pas tous le même vécu. Mais du coup, Daniel est très exigeant, mais ils sont tous quand même dans le respect. Je ne sais pas si c'est Yann qui dit, moi j'aimerais faire du théâtre jusqu'au bout. Et même quand je serai vieux, que j'aurai une canne, vraiment, c'est des choses fortes. C'est pas seulement l'atelier loisir. D'autant que... Ils se sont découverts à travers ça. Oui, complètement. D'autant que Yann, justement, contrairement à Daniel, lui n'a pas l'acquisition de la lecture. Il a pas mal de problèmes d'élocution. Ouais. Donc il y a eu un très gros travail de fait avec lui, mais
Voilà, il était très motivé, il adore ça. Donc, et maintenant, c'est vrai que sur scène, on ne voit plus tous ces problèmes, quoi. Ouais. Et il y en a qui sont vraiment physiquement aussi tordus, cassés. Oui. Enfin, on voit que... alors que c'est... On a l'impression qu'ils font une belle bande joyeuse. Alors j'imagine que des fois c'est plus compliqué, comme dans tout Oui, groupe, oui, mais, c'est sûr. C'est sûr, ça fait partie de l'esprit de troupe. Mais c'est vrai que notamment Coco, qui lui n'a pas de texte, mais c'est vrai qu'il y a une telle gestuelle. On voit dans la bande-annonce qui termine là, en faisant ce beau geste. Et qui prend vraiment plaisir, qui prenait aussi beaucoup plaisir à jouer devant la caméra. Des fois on le filmait, il faisait des petites impros. Comme ça. Et c'est vrai qu'ils aiment ça, c'est sûr. Alors pour ceux qui veulent voir le documentaire dans l'immédiat, il y a une projection début janvier, on va l'afficher comme on dit, à La Roche-sur-Yon au Concorde. Le 7 janvier. Le 7 janvier, merci, parce que je me perds dans les petites fiches, un peu comme Michel Drucker. Et puis ensuite, enfin c'est affiché. Je sais qu'il y a le 21 janvier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, et la Châtaigneraie au mois de mars de mémoire. C'est ça. En tout cas, et la pièce aussi sera rejouée parce qu'ils produisent encore, la Clarté se produit encore. Oui, eux de leur côté, bien sûr, continuent, ils n'existent pas le 4 heures documentaire. En janvier, à La Roche-sur-Yon, il y a quelques dites-nous, dates. Gilbert, vous qui faites mieux Michel Drucker que moi. Eh bien, à La Roche-sur-Yon, très précisément le 7 janvier. Au Concorde. Au Concorde. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le 21 janvier. Et puis donc, effectivement, le 10 mars, à la Châtaigneraie. Votre documentaire donne envie d'aller les voir maintenant. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, d'aller les voir, eux, sur scène. Oui, eux sur scène. Physiquement. Delphine, on passe à vous avec Éric Pessan et 2 ouvrages. Éric Pessan qui habite dans le vignoble nantais. Exactement, bordelais d'origine, mais qui habite dans le vignoble nantais depuis de nombreuses années, dont j'ai souvent parlé ici. Mais quand on est un auteur qui n'a pas eu de prix littéraire, qui ne génère pas des longues files d'attente dans les salons du livre, c'est pas toujours facile. Donc je reparle encore d'Éric Pessan, notamment parce qu'il a sorti 5 livres dans le courant de ce mois d'octobre dernier. Donc, oui. Oui. Mais ceci s'explique parce qu'il écrit, la dernière fois je vous ai parlé d'un roman, il écrit des essais, il écrit des livres pour la jeunesse, et là il vient de sortir un journal dessiné, un très beau journal dessiné. Parce que monsieur écrit bien, mais en plus dessine pas si mal que ça. Pas si mal que ça, il sera content. Quand on dit pas si mal, ça veut dire bien. Exactement, c'est ça, parce que je voudrais pas quand même qu'après ils prennent la grosse tête. Si on en parle, c'est que vous avez aimé. Évidemment. Parfois je dessine dans mon carnet, c'est les hauts et les bas d'un écrivain d'aujourd'hui. C'est pas toujours facile de se faire éditer. Les réactions des lecteurs sont pas toujours faciles. C'est des dessins en noir et blanc. Dessins en noir et blanc. Très stylisé et avec des petites phrases à chaque fois. Par exemple, là, parfois, des gens m'écrivent pour me dire qu'ils n'ont pas du tout aimé mon livre. Et donc, je me demande s'ils osent rapporter une baguette à leur boulanger. Évidemment, c'est des petites choses comme ça. On sent que ça a pu lui faire... Ça l'affecte. Ça l'affecte. Et ce serait injuste. Mais il arrive à tourner ça avec drôlerie et de l'autodérision et à se dire, c'est pas si grave. Et en faire un livre. Là encore, je vous donne un autre exemple. Parfois, je dissuade les lecteurs de commander mes livres sur Internet et je les envoie vers des librairies indépendantes, sauf que ces librairies ne vendent pas mes livres. Dommage. Donc c'est aussi... c'est drôle. C'est très très drôle, très bien fait. C'est aussi l'occasion de parler d'une petite maison d'édition, Édition de la Tente, qui se trouve à Bordeaux. Pour ses romans, il publie chez Albin Michel, mais pour ses autres livres... quand même. Donc il publie des romans dans des grosses maisons d'édition. Dans des grosses maisons d'édition, mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment reconnu. Il vit quand même de ça, mais il fait aussi des ateliers d'écriture. Et il a sorti un autre bouquin, un essai qui s'appelle En voie de disparition. Quelle est donc cette espèce menacée qui peut être aussi en voie de disparition ? Eh bien, les écrivains. Donc là encore, même sujet sur les écrivains, mais on sort du dessin. On a toujours ce petit côté corrosif et ce côté autodérision très très drôle. Par exemple, il parle d'un président qui fait un discours et qui dit que la princesse de Clèves, finalement, si on ne le lit pas, c'est pas très grave. Et il dit, et comment on fait nous après quand on va dans les ateliers d'écriture pour dire aux jeunes qu'il faut lire et que tout mérite lecture. Donc c'est très très drôle. Ou encore cette nièce à qui il offre un livre à Noël et qui lui dit, ah non, encore un livre. Si tu peux m'offrir autre chose, s'il te plaît. Il est au courant que son... Et c'est édité... Aldante, c'est à Marseille. Parce que là, c'était la tente. Édition de la Tente à mais Bordeaux. Comment ça s'écrit, la tente ? Non, l'attente comme on attend. C'est vraiment ça. D'accord.
Pas le camping. Ni la tante, tonton. Donc pour Noël, celui-ci très très bien sous le sapin, et puis ça donnera peut-être envie. Et puis ça, ceux qui ont envie de défendre un peu. Oui, exactement, enfin, les aussi, petits libraires, les petits éditeurs. Et... Le prix de ces 2 ouvrages? Celui-ci, il est à 13 € et l'autre, il est à D'accord. 22,50 €, mais il est épais, il est gros, il est roboratif. D'accord, et puis c'est vrai qu'on a envie de le fêter. Et, ouais. D'accord, Donc très bien. allez-y et vive Éric Pessan. Bon, bah très bien. Bah, dites donc, je ne sais pas si vous envoyez un petit mot au courant de la baguette, mais... Même pas, j'espère. J'attends. On conclut cette émission avec la une du magazine Racine du mois de décembre, avec un photographe vendéen assez connu parce qu'il a exposé plusieurs fois, notamment au Conseil général, donc, qui s'appelle Pascal Baudry, qui habite dans le Marais Poitevin. Et puis un sujet aussi d'actualité en ces fêtes de famille. On aurait pu l'intituler « Comment survivre aux réunions de famille ». Voilà. Est-ce que c'est du bonheur ou est-ce que parfois c'est un peu la galère ? Merci Rémi Ratinska d'être venu nous présenter ce documentaire. On peut inviter tout le monde évidemment à aller le voir et puis à aller voir la troupe L'Envol en direct sur scène. Merci Gilbert, à la semaine prochaine également Delphine. Merci.